bienvenue et peut-être bienvenue de nouveau à l'Université populaire de la biodiversité. On est très heureux de vous accueillir et vous êtes nombreux, les internautes, à avoir suivi nos échanges depuis hier. Combien d'inscriptions, Christophe? C'était à peu près 1 millier, hein, c'est ça? Plus de 1000 personnes en ligne, ce qui est vraiment pas mal. Donc c'est vrai que maintenant les gens ont plutôt l'habitude de suivre les événements en distanciel, mais on sait que vous êtes là et on vous salue, et n'hésitez surtout pas, durant les discussions que nous allons avoir encore tout au long de l'après-midi, à bien sûr envoyer vos questions que je me plairai à relayer à nos experts et à nos invités. Alors on va redémarrer avec cet après-midi un regard croisé sur un sujet très concernant, qui nous concerne tous absolument. Il s'agit de la pollution plastique, non pas dans les océans, ou j'ai envie de dire pas que dans les océans, surtout dans les fleuves. Effectivement, les océans, vous le savez, sont le réceptacle de nos actions, et en particulier des polluants et des plastiques macro, micro. On va en parler avec mes invités qui vont me rejoindre sur scène. Il s'agit de Romain Troublé, directeur général de Tara Océan, et on peut l'applaudir. Martin Guton, directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et enfin, Arnaud Huvet, qui est chargé de recherche à l'Ifremer. Bonjour messieurs, et merci de participer à cette table ronde. Avant de commencer, on va regarder ensemble un petit film de France 3 qui retrace eh bien, une expédition qui a eu lieu sur 9 fleuves français et qui nous a ramené des données fort intéressantes. Après 6 mois d'expédition et un coup de tabac sur les derniers milles depuis Saint-Nazaire, l'équipage de Tara est rentré au pays sous le soleil. Quelques heures plus tôt, la goélette s'était mise à l'abri au mouillage devant l'île de Groix pour partager cette aventure. 47 chercheurs se sont succédés à bord depuis le mois de mai pour étudier 9 fleuves européens. On sait que 80% des plastiques qui arrivent en mer proviennent de la Terre. Tara a donc remonté la pollution à la source. Des prélèvements ont été effectués en mer, mais aussi en amont et en aval des fleuves, la Loire, la Seine, la Tamise, le Rhin, le Tibre, et le constat est sans appel. Il faut dire que 100% des fleuves qu'on a regardés en fait, étaient pollués par ces plastiques. La deuxième mauvaise nouvelle qu'on apporte, en fait, c'est que ces plastiques ils sont sous forme de microplastiques, c'est-à-dire qu'ils sont de la taille moins de la taille d'un grain de riz, moins de 5 mm. Et ça, malheureusement, ça va avoir un impact sur toute la chaîne alimentaire. En parallèle, des cages ont été installées à terre contenant des moules d'un côté, excellents bioindicateurs qui filtrent jusqu'à 25 litres d'eau par jour, et 5 types de plastiques identifiés et non polluants. Au bout d'un mois, ces plastiques étaient devenus toxiques. Les scientifiques se sont donc demandé pourquoi. Un plastique, c'est un objet qui va rester, puisqu'il ne se dégrade pas, donc il va rester longtemps dur. Mais c'est finalement aussi une éponge à polluants, et c'est également aussi une éponge à bactéries. Donc en fait, au lieu d'avoir un seul polluant, vous en avez 3 d'un coup. Ce sera ensuite au tour des chimistes d'analyser les 2700 échantillons rapportés pour les quantifier et les caractériser. Comme une enquête policière, il faut remonter la piste des produits. On va retrouver beaucoup de déchets issus de l'emballage évidemment, mais aussi du secteur de la pêche, mais aussi du secteur du textile. Donc ça permet effectivement de faire passer des messages d'alerte justement vis-à-vis de ces plastiques-là qui sont parmi les plus problématiques pour l'environnement marin. Il faudra patienter 2 années pour connaître les résultats des multiples prélèvements. Nul doute que cette campagne, la première du genre à l'échelle européenne, pèsera dans le débat qui débute lundi à l'Assemblée sur le système de consigne des bouteilles plastiques. À ce jour, 1 sur 2 seulement est recyclée en France. Et c'est ce qu'il fait avec le monde là. Heureusement, on ne nous a pas servi des moules au déjeuner. Ça aurait été de mauvais goût, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Romain? Ça fait depuis 2010 que vous vous intéressez à la pollution, et en l'occurrence aux résidus plastiques. Quel constat depuis que vous enquêtez là-dessus? Bonjour à tous. Effectivement, ça fait depuis... En fait, nous, sur Tara, on s'intéresse à la biodiversité. C'est le cœur des actions de Tara depuis 18 ans. La biodiversité, elle est impactée par plein de choses, et notamment par les pollutions d'un côté, et puis le changement climatique de l'autre. Et pour nous, vraiment l'enjeu d'aujourd'hui, c'est d'arriver à comprendre mieux cette biodiversité. Donc on le fait dans le monde entier. On prélève des organismes dans le monde entier depuis une quinzaine d'années maintenant, avec le CNRS, avec des chercheurs français, mais aussi beaucoup de chercheurs internationaux. Et quand on met des filets dans la mer pour collecter de la biodiversité, finalement, qu'est-ce qu'on collecte aussi? Depuis 2010, beaucoup de plastique.
Et on le fait depuis 2010 dans plein de zones de la planète. On le fait en Antarctique, on l'a fait en Arctique, on l'a fait dans tous les océans de la planète. Partout le bateau est allé. On a fait 400 000 km en 15 ans avec Tara. Donc on a collecté. Et donc quand on est marin et qu'on voit ça en mer, on se dit mais... Et qu'on en voit tout le temps. Et à des échelles qui sont entre 1 à 10. C'est-à-dire dans la mer, vous trouvez un plastique. Et dans les zones d'accumulation comme ce continent de plastique du Pacifique, vous en trouvez 10 fois plus. On a un ordre de grandeur, mais par contre on en trouve partout. Et donc on s'est posé la question en 2017, 2018, d'où vient ce truc et donc on a monté une mission en 2019, qui a été décrite dans ce reportage à la fin, qui était de s'intéresser à ce qui coule de nos bassins versants. Alors pas t'arrêtes un bateau avec un mât de 36 mètres, donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas monter facilement dans les fleuves, mais n'empêche qu'on est monté jusqu'à des villes comme Hambourg, comme Londres, comme Rouen, etc., et pour essayer de comparer finalement tout ce qui sort de nos fleuves. Alors ça devait durer 2 ans. En 2021, on a eu le Covid, donc en fait ça a reporté d'1 an, donc les résultats sortiront en fin d'année prochaine. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer en fait ces différents bassins versants. Est-ce qu'on voit des différences? Est-ce que les politiques publiques de l'Angleterre, par rapport à celles françaises ou allemandes, génèrent des déchets différents ou des typologies d'impact différents? Et qu'est-ce qu'on peut en comprendre, etc. Qu'est-ce qu'on peut en tirer sur les sources de ces plastiques? Et justement, quelles conclusions vous avez pu en tirer? Les conclusions ont été un peu dites dans le reportage. Les microplastiques sont déjà dans les fleuves. On pensait longtemps qu'ils étaient macro dans les fleuves et sortaient dans mer et se fragmentaient en mer. Et en fait, ils sont déjà en amont des fleuves microplastiques à la source. Donc, c'est bien des territoires. Hein. Je me souviens d'un prélèvement dans la Tamise en amont de Londres, où on a mis un filet donc, de 80 cm de large pendant 10 minutes dans le courant du fleuve, juste le courant du fleuve. On a ramené 1000 morceaux de microplastiques dans l'échantillon. Et ces plastiques qui sont là depuis 30-40 ans dans la nature, en fait, qui ont été déposés dans les décharges, sans doute qui sont dégradés avec le temps, en fait. Le premier constat, c'est qu'il y a beaucoup de microplastiques dans les fleuves, déjà. Deuxième constat, c'est que ces plastiques absorbent sur leur surface beaucoup d'autres polluants, chose que tu en parleras un peu plus, Arnaud, important. Et le troisième constat, je ne m'en souviens plus, mais c'était des choses qu'on n'a pas mesurées, surtout que c'est ce qu'on a vu sur l'expédition. Et l'enjeu, qu'est-ce que ça montre tout ça? C'est que l'enjeu du plastique, il n'est pas en mer, en fait, hein, et c'est un marin qui vous le dit, hein, il est à terre, les solutions sont à terre, c'est de là que ça vient. C'est de là qu'il faut couper la source, c'est de là qu'il faut fermer le robinet, comme on dit. Et c'est dans les bassins versants que ça se passe. Mais évidemment, ça se passe dans la loi. C'est pour ça que la loi AGEC et les différentes lois qui ont été mises en place depuis 5 ans maintenant ont été à la fois ambitieuses et à la fois décevantes dans l'application dans les décrets. Donc on est déçus de l'ambition qui a été réduite. Mais bon, elle a le mérite d'exister. Elle est aussi dans les comportements, dans l'école aussi. L'école est importante parce que finalement, ces enjeux-là sont des enjeux de long terme, et donc il faut prendre le temps de bien expliquer ces enjeux aux générations qui arrivent. Il faut prendre le problème à la source. Je me tourne vers l'agence de l'eau, Martin. Historiquement, ce n'était pas forcément votre sujet, ça le devient. Comment, en tant que directeur général du bassin Loire-Bretagne, vous gérez ces enjeux-là, ces questions-là aujourd'hui ? Alors, je vais revenir en effet sur ce qu'est l'agence de l'eau. L'agence de l'eau, c'est un établissement public qui date des années 60, donc finalement qui s'est créé au moment où ce développement du plastique a été véritablement très fort et est devenu exponentiel. Donc notre métier de départ, c'était de travailler sur la qualité de l'eau et sur les pollutions qui étaient celles des années 60. Hein. Dans les années 60, il y avait très peu de stations d'épuration, pour pas dire pas du tout. Les industries rejetaient directement dans le milieu. L'agriculture commençait sa révolution. Et donc, on a travaillé sur toutes ces pollutions-là, les matières organiques, tout ce qui était nitrate, phosphore ensuite. Enfin, tout ça, ça a été repris molécule par molécule, en quelque sorte, au cours de l'histoire des agences de l'eau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez sur la Loire,
Vous avez un fleuve où l'eau est assez limpide, hein, et tout ça, c'est le fruit d'un travail des collectivités locales accompagnées par l'Agence de l'eau, établissement public de l'État, depuis maintenant 50 ans. Et puis, il y a d'autres pollutions qui arrivent. On aurait pu parler ici aussi de la question des pesticides. Hein, ça fait partie des sujets sur lesquels les agences de l'eau aujourd'hui interviennent massivement. C'est les pesticides, c'est maintenant les métabolites des pesticides. Et de la même façon, on commence à s'intéresser plus directement au plastique, peut-être plus aux microplastiques qu'aux macro-déchets qui sont traités par d'autres organisations, mais on ne peut pas s'en désintéresser non plus, puisque ces produits ensuite se dégradent et se transforment en microplastiques. Donc ça fait partie des sujets qui sont devant nous. Ça n'est pas complètement intégré dans les textes européens sur la qualité de l'eau, et c'est pour ça que ça n'a pas été au cœur de nos missions, mais on s'y intéresse, on lance des appels à projets pour regarder un petit peu ce que peuvent faire les collectivités locales et accompagner des projets, d'abord pour retenir les macroplastiques. C'est sur les réseaux d'eau pluviale en réalité, puisque nos stations d'épuration aujourd'hui traitent assez bien le sujet. Et puis il y a la question des microplastiques qui ne se voient pas. Je pense aux fibres textiles, à toutes les particules de destruction d'un pneumatique sur la route. Et tout ça, ça va se retrouver en prenant les fossés, les rivières, les fleuves. Ça va se retrouver aussi au réceptacle que vous indiquiez en introduction, qui est la mer. Et donc là aussi, il y a un gros travail à faire sur le sujet. Ce sont des sujets émergents. Vous nous parlez des pneus sur la route, du secteur textile, etc. Comment on fait pour couper le robinet plastique à ce niveau-là? Peut-être que Romain voulait ajouter un mot, peut-être que vous, Martin, parce que là, ça semble effectivement très laborieux d'arriver à des solutions rapides, efficaces sur le sujet. Je vais peut-être donner quelques chiffres, parce que j'ai repris des chiffres sur la production du plastique. Qui montre ce phénomène exponentiel qui n'a commencé véritablement que dans les années 50 et qui montre que depuis 1950, c'est 8,3 milliards de tonnes de plastique qui ont été produits dans le monde. Une partie est présente ici, dans notre environnement, donc celle-là, on ne la retrouve pas dans les déchets. Mais sur ces 8,3, il y en a 5,8 qui ont été jetés. Donc on voit déjà qu'on est dans une économie du plastique qui est celle du déchet et qu'on ne s'est pas vraiment préoccupé de ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait traiter ces déchets. Et en réalité, malgré tout ce qu'on peut faire en matière de recyclage, c'est pratiquement 5 milliards de tonnes qui sont aujourd'hui dans la nature. C'est ceux que Tara retrouve dans les fleuves ou dans la mer. Et que la production plastique, elle est passée de 60 millions de tonnes en 80 à 350 millions de tonnes en 2017. Et on voit bien que, effectivement, des chiffres annuels. Donc on voit bien qu'on est sur un sujet qui est devant nous. Et le recyclage... Avec un taux de recyclage dérisoire. Le recyclage, c'est sûrement une solution, mais dans nos pays développés, même dans nos pays développés, on ne recycle que moins d'un quart des matières plastiques. Donc on voit bien qu'il faut changer complètement, c'est changer le paradigme complètement et arrêter en grande partie l'utilisation de matières plastiques. La matière plastique, c'est un truc super, il suffit de regarder autour de nous, on en fait plein de choses, mais en réalité, il y en a une part trop importante qui est aujourd'hui jetée. Et que nous ingérons aussi, on en parlera tout à l'heure avec vous Arnaud, donc on finit d'établir le constat là, notamment encore avec vous Romain. Vous me disiez tout à l'heure en off, et c'est quand même un sujet aussi, qu'une partie effectivement de ces microplastiques viennent de la terre vers les fleuves, vers la mer, mais aussi il y a une partie aérienne. Quand vous preniez vos mesures avec Tara, vous captiez aussi du plastique sous forme d'aérosol, c'est-à-dire en lévitation, quelque part. Oui, je pense qu'on ingère du plastique et on en respire beaucoup, dans les villes, bien sûr, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et assez fou, quelque part, quand on a trouvé ça, on a sur Tara des capteurs à 36 mètres de haut, sur le haut du mât, des capteurs qui aspirent l'air, pour mesurer ce qu'il y a dans les aérosols. Les aérosols sont très importants pour la formation des nuages, pour plein de phénomènes physiques très importants pour le climat, etc. Et dans ces aérosols, bien sûr, il y a du vivant, il y a des virus qui volent au-dessus de la mer. On en respire plein. C'est pas des virus qui nous ciblent, c'est pas des coronavirus. Je vous rassure.
Mais on voit aussi beaucoup de fibres et de plastique qui volent. Et ça, je vous parle de prélèvements qu'on a fait au milieu du Pacifique, au milieu de l'Atlantique. C'est complètement fou, en fait. C'est tellement fou qu'on n'arrive pas à le croire. On se dit, non, mais c'est la pollution de Tara, en fait, qu'on mesure. C'est la pollution des fibres, des bouts, des cordes, si vous ne connaissez pas les mots de marins, les cordes de bateaux en fibre, peut-être qu'ils perdent leur fibre. Donc on a pensé à l'usure directe sur le bateau. Oui, on s'est dit, c'est pas possible de mesurer ça ici. Tellement vous peiniez à croire. Voilà, donc on a vérifié, et en fait, ce n'est pas, c'est vraiment quelque chose qui est exogène à ce qu'on faisait nous. Et qui ensemence le monde entier. Donc finalement, la source d'émissions peut être très lointaine si tu es en train de nous dire que ça vole partout dans les airs, y compris au milieu du Pacifique. On ne sait pas d'où ça vient, peut-être ça vient aussi de la mer. Hein. Vous savez, les aérosols se forment quand l'écume se fait, etc. Et beaucoup d'aérosols se suspendent. Peut-être c'est aussi ça qui fait que ça se suspend. Donc en fait, on ne sait pas d'où ça vient vraiment, à part les plusieurs hypothèses possibles. Arnaud, s'il vous plaît, rappelez-nous, voilà, en termes de plastique, en moyenne, ce que nous ingérerions. Voilà, qu'est-ce qui est dit à ce sujet-là? Parce qu'effectivement, ce qu'il faut comprendre là, c'est aujourd'hui l'effet boomerang. C'est-à-dire que cette production de plastique, cette surproduction de plastique, elle nous revient de plein fouet et impacte notre santé. C'était l'objet de la table ronde de ce matin. On peut quand même en remettre une couche aujourd'hui avec cette thématique. Et cet après-midi, voilà, on se concentre sur la pollution, sur les fleuves, sur les océans, mais aussi sur la santé humaine. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, une fois que Romain a fait le constat de dire qu'on trouve des particules de plastique et essentiellement des toutes petites inférieures à 5 mm, donc qu'on appelle microplastiques, dans tous les compartiments environnementaux qu'on va étudier. Alors, moi, je suis spécialiste du compartiment marin, mais je pense qu'on pourrait faire la même analogie au compartiment fluvial. On se rend compte que ces particules sont toutes petites, ont un comportement proche du plancton et donc elles vont être facilement ingérées en fait, par les organismes marins. Alors les premiers qui sont la première ligne de front, on va dire, ce sont ce qu'on appelle les organismes filtreurs qui vont filtrer des grandes quantités d'eau. On a l'exemple de la moule donné dans le film. D'autres coquillages seraient tout aussi impliqués. Et donc, ils vont filtrer les particules qu'ils ont dans l'environnement. Alors les cellules d'algues qui sont leur source de nourriture, mais s'il y a des particules de plastique des mêmes tailles, on va dire de quelques microns à quelques centaines de microns, ils vont les ingérer, pas du tout avoir la capacité de faire le tri. Et donc on retrouve sur des coquillages de nos côtes des teneurs en microplastique sur les produits de la mer qui sont compris entre quelques particules de plastique dans chaque coquillage, ce qui, somme toute, fait à peu près plusieurs milligrammes. C'est une étude australienne qui a sorti ça il y a très peu de temps. Donc ça veut dire plusieurs milligrammes de plastique dans un coquillage que nous ingérions. Et évidemment, un coquillage qui va être contaminé par du plastique, par exemple, une moule va être mangée par une dorade, donc ça va faire du transfert dans la chaîne alimentaire. Et il faut, on y reviendra peut-être après, garder en tête que nous sommes un des maillons finaux de la chaîne alimentaire. Pour autant, alors on peut peut-être nuancer un petit peu ça, c'est-à-dire que, alors évidemment, la contamination est très dépendante de l'environnement dans lequel nous sommes. Il y a des zones qui sont beaucoup plus impactées que d'autres, c'est ce qu'a dit Romain, et donc les coquillages sont le reflet de ce qui se passe autour d'eux dans l'environnement marin. Un coquillage, nous on le voit au laboratoire, dont on coupe le robinet, on va dire, c'est-à-dire qu'il n'est plus exposé à des plastiques. En 3 à 4 jours, on va se débarrasser d'une grande partie, alors je ne dis pas tout, mais d'une grande partie des plastiques, ce qu'on appelle de la dépuration. Il faut savoir que, par exemple, les ostréiculteurs font ça déjà pour dépurer les coquillages des bactéries et autres qui pourraient nous rendre malades. Ça veut donc dire que si cette dépuration est faite, on peut s'attendre à ce que les animaux se dépurent aussi des particules de plastique. Il n'y a pas encore d'études vraiment certifiées, mais on peut le penser. En tout cas, nous, on le voit au laboratoire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est que quand on mange du poisson, je vous rappelle qu'on mange que le filet, le muscle, et non pas le tube digestif. Or, on sait que la plupart des plastiques qui vont être ingérés vont rester dans le tube digestif. Je dis la plupart, parce que les tout petits, ce qu'on appelle les nanoparticules de plastique, qui sont inférieures au micromètre, ont d'autres capacités d'aller se balader dans l'organisme. Je détaillerai peut-être pas ça aujourd'hui. Et donc, la plupart de ces microplastiques vont faire un simple transit et vont être évacués dans les excréments. Et donc, ça veut dire que quand on mange du poisson, par exemple, on n'est pas censé manger de particules de plastique puisqu'on mange simplement le filet. C'est censé nous rassurer, hein. Oui, j'essaye de vous rassurer tout en vous disant que, effectivement, ce que nous mangeons est contaminé. Ne gobez pas le poisson tout entier, le filet seulement. Et Romain l'a dit, en fait, partout où on en cherche, on en trouve. C'est-à-dire que l'eau est contaminée, et essentiellement l'eau en bouteille. La bière, le miel, les céréales, on en trouve partout, du fait que ça vole et que ça soit en aérien aussi. Et donc, dans les estimations, il y a une étude coréenne qui a montré que, par exemple, les produits de la mer contribuent à peu près à 10% de ce que nous ingérions en plastique dans une année, par rapport à tous les autres intrants qu'on peut avoir dans l'alimentation, et puis sans oublier la partie qu'on peut inhaler.
C'est quoi la recommandation que vous êtes en train de nous faire, là? Le plateau de fruits de mer à Noël, là? On va peut-être éviter, non? Non, parce que je viens de vous dire que notamment les coquillages, après d'épuration, pouvaient s'attendre à ce qu'ils en aient plus beaucoup. Plus beaucoup. Ça donne pas trop envie non plus. Prendre de l'eau du robinet, comme vient de me suggérer mon collègue. Ah, bah ça oui. Effectivement. Ça va dépendre de nos usages. Et puis, il y a des collègues d'ailleurs, un qui est dans le film, il y a des collègues de Lorient qui ont travaillé aussi à ça, c'est qui montrent que notamment les emballages, comme le polystyrène extrudé, qui va emballer, admettons, de la viande, sur cette viande, on peut retrouver certaines petites particules de polystyrène extrudé. Donc, il y a aussi nos usages en tant que consommateurs sur le fait de j'achète emballé, j'achète pas emballé, qui peuvent aussi jouer là-dessus, par exemple. Je reviens juste sur l'eau en bouteille pour bien qu'on comprenne. C'est-à-dire que l'eau conditionnée en bouteille va être aussi soumise à des dépôts plastiques. Comment ça se passe? Alors, parce que là, ça serait peut-être le meilleur des arguments finalement pour tous ceux qui continuent à utiliser la bouteille plastique. Si c'est pas pour des raisons écologiques, ça pourrait être pour des raisons évidentes de santé. Tout à fait, les deux. Alors ça sort de mon activité de recherche, mais il y a une étude canadienne qui est parue il y a 2 ans, je crois, sur ce sujet, qui comparait l'eau du robinet au Canada. Mais je pense que ça peut être certainement externalisé à d'autres pays. Donc l'eau du robinet et l'eau en bouteille, et donc c'est plus de 10 fois plus de particules de plastique qu'on va retrouver dans l'eau en bouteille. C'est lié à la fabrication, en fait, à l'usage, et qu'on peut en faire, et qui font qu'il y a des petites particules qui vont pouvoir se retrouver dans l'aliment ou dans l'eau, dans ce cas-là. Martin, vous parliez de consommer de l'eau du robinet. C'est une solution pour esquiver une partie de ces polluants que nous ingérons? Alors, c'est-à-dire que dans les plastiques, il y a des additifs, et qu'on sait qu'au-delà du problème du plastique, il y a aussi le transfert de ces additifs du plastique vers l'aliment ou vers l'eau potable. Donc, il y a un double intérêt à limiter tous les emballages plastiques. C'est d'abord de réduire ce fameux volume que j'évoquais tout à l'heure, qu'on va retrouver ensuite dans nos déchets ou quelquefois dans la nature. Mais c'est aussi d'éviter ces transferts de particules vers l'alimentation. Voilà, donc je pense que c'est bien ça, c'est une des solutions. Alors il ne s'agit pas de faire porter sur le consommateur toute la pression, mais je pense que les consommateurs ont un rôle évidemment essentiel. Il faut qu'on puisse réexpliquer, et ce genre d'émission y participe évidemment, c'est de limiter l'usage des emballages. On a la chance dans notre pays d'avoir de l'eau potable au robinet dans toutes les communes sur tout le territoire, ce qui est pas le cas dans l'ensemble des pays du monde. Et donc, la première chose à faire, c'est évidemment d'éviter l'eau en bouteille. Romain, est-ce que c'est un bon argument, ça, la santé publique, pour réduire, pour stopper le plastique? Je crois qu'en général, tout ce qui touche à la santé, c'est le premier moteur de changement de comportement. Il n'y a qu'à voir le coronavirus, encore une fois. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à cause de ce coronavirus? On s'est confinés, nous les Français, pendant 55 jours durs, il y a 1 an et demi. Et en fait, pour l'homme, tout ce qui touche à son égologie, l'égologie autour de l'homme, tout ce qui l'affecte, cette égologie, a un rôle majeur sur son changement de comportement. Et donc, je pense que pour tous les sujets environnementaux, le climat, etc., pollution en général, la santé est le principal vecteur, en tout cas, à pousser. Et en l'occurrence, je rencontre beaucoup d'entreprises dans ma vie, parce qu'en fait, la solution vient de la terre, et donc elle vient aussi des entreprises. Et c'est vrai que les fabricants d'eau minérale en bouteille sont pas les plus gais en ce moment, parce qu'ils vont vers une fin du business, en fait. Ils vont vers une fin du business tel qu'ils le font depuis 30 ans, et ils doivent réinventer une solution. Et c'est pas évident. Et c'est vrai dans tous les secteurs, ça, en fait. Donc c'est pour ça que quand on parle des consommateurs, effectivement, il y a aussi tout ce qui concerne les metteurs sur le marché, et c'est là qu'il faut travailler. 50% du plastique consommé dans le monde est consommé à usage unique. 50%. 50% qui ne sont pas consommés à usage unique, c'est pas très grave, parce que ça reste longtemps plastique, on s'en sert longtemps, mais la moitié est consommée à usage unique. Comment on réduit cette moitié de moitié, par exemple, déjà? Un challenge intéressant. Comment on arrive à diminuer tout cet recours à cette matière qui est quelque part magique? C'est pour ça qu'elle est là, d'ailleurs, à si grande forme, c'est qu'elle est légère, elle a plein de propriétés. Et aujourd'hui, c'est compliqué, parce qu'on remplace par quoi? Par quel volume? Par quels usages, en fait? Et on se rend compte que plus on creuse, plus en fait c'est les usages qu'il faut qu'on change, les comportements d'usage qu'il faut qu'on change.
qu'on vienne recharger nos crèmes solaires, qu'on vienne recharger dans les magasins nos contenants avec du produit fait par les industriels. Toute cette façon d'usage va poser des questions sanitaires, des questions bien sûr d'organisation lourdes, très très lourdes. Hein. Mais j'ai envie de dire, on a le temps de prendre les bonnes décisions pour voir le monde dans 10 ans et pas de chercher une solution à court terme qui va gérer un truc demain qui en fait n'est pas une solution. Préventif plastique. Arnaud, parlez-nous-en s'il vous plaît. C'est un projet européen que vous menez en ce moment? Oui, c'est un projet européen, donc Preventing Plastic Pollution. Je vous encourage à aller voir sur le site internet, il y a plein d'actions et de solutions parce que l'avantage de ce projet, alors déjà il prend l'étude du bassin versant dans son entièreté. Et donc il y a 4 bassins versants anglais et 3 bassins versants français qui sont suivis. En France, c'est la rade de Brest, la baie de Douarnenez et la baie d'Évé en Normandie, qui est très intéressante par ailleurs, puisque c'est une très forte zone ostréicole. Et donc l'intérêt de ce projet, c'est de mêler acteurs, gestionnaires, décideurs et puis scientifiques. C'est-à-dire que forcément, on va générer de la connaissance et la diffuser. Et on a beaucoup d'actions de médiation envers le grand public et les scolaires. Parce que c'est aussi ça l'important de la connaissance, c'est de la donner, de la distribuer pour que ça puisse percoler, développer des actions, échanger des comportements. Et puis, c'est du concret, c'est-à-dire que par exemple, Brest Métropole en ce moment est en train d'implémenter des solutions pour essayer de réduire la pollution plastique qui arrive en mer. Alors c'est plus facile sur les macro-déchets que sur les micros, mais c'est déjà ça d'enlever. Et puis ces macros qui seront enlevés, ça fera déjà moins de micros plus tard, même s'il y a plein d'autres solutions. Et donc nous, derrière, de pouvoir faire des suivis, d'essayer de voir les conséquences de ces actions mises en œuvre. Donc clairement, nous, ce qu'on étudie à la côte, on voit qu'il y a une très forte variabilité de contamination plastique à la côte, qui est très dépendante des usages de l'homme. Et donc la connaissance locale comme ça sur notre littoral, de savoir quelles sont les pollutions, ça permet aussi d'aider à la prise de décision. Tout à l'heure, tu as posé la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour les fibres ou qu'est-ce qu'on peut faire pour les pneus. Il y a des gros industriels qui essayent de travailler là-dessus, par exemple, dans le développement des pilotes pour que les fibres soient arrêtées dans les stations d'épuration et qu'on n'en ait plus qui soient relargués. C'est tellement petit que c'est très dur, hein, mais qu'ils y travaillent pour que... Et je pense que les derniers pilotes sont à plus de 80% d'abattement des filtres qui rentrent par rapport à ce qui sort. Les pneumatiques, je ne sais pas, mais je pense que les industriels doivent s'emparer de la question pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des nouveaux pneus. Il y en a qui arrivent sans air, il y en a peut-être qui arrivent sans vieillissement. Je repense aux vêtements, mais peut-être directement les matériaux aussi qui rentrent dans le processus de fabrication. Oui, tout à fait. Voilà, l'industrie pétrochimique et la fabrication de vêtements, c'est finalement assez récent. Alors, faut noter que quand on fait des suivis, par exemple en rade de Brest, et qu'on n'est pas loin de l'exutoire de la station d'épuration, on a beaucoup de fibres, beaucoup plus que de fragments à cet endroit-là, alors que dans d'autres endroits, il y a plus de fragments que de fibres, donc on voit déjà l'effet. Mais dans ces fibres, il y en a au moins 50% qui sont naturelles, coton, laine. Il n'y a pas que de la matière synthétique, acrylique, polyester, etc. On ne va pas se mettre à les trier. Non, mais le gros avantage qu'ont les matières naturelles, c'est qu'on ne va pas les garder longtemps dans le milieu et qu'elles vont disparaître beaucoup plus rapidement. Le problème de ce plastique, c'est qu'il va rester là pour des dizaines et des centaines d'années et qu'il va avoir des effets beaucoup plus importants. Parce que la partie chimique dont on parle, qui est que si on a une ingestion de plastique, on va avoir libération potentiellement de molécules chimiques. On a tous entendu parler des phtalates, des bisphénols, qui jouent le rôle de perturbateurs endocriniens, et on en a parlé ce matin, et c'était très bien expliqué. Eh bien, malheureusement, les fibres naturelles ont aussi cette vectorisation-là. Elles peuvent aussi contribuer à apporter ces additifs et ces additifs chimiques qu'il y a avec. Donc, il y a toute une diversité de cette pollution, et en fait, les actions, c'est aussi pour ça que c'est très dur à endiguer, c'est qu'elles sont multiples. Tellement il y a de sources qu'il va falloir qu'il y ait autant d'actions et autant de solutions que de sources. Il n'y a pas qu'une seule solution. Je vois nos internautes qui nous écrivent « Il existe des plastiques recyclables à base de maïs. Sont-ils fiables ?» Là aussi, c'est un sujet. Est-ce que l'agriculture doit fournir des matières qui puissent supplanter le plastique ou est-ce que nous ne devons pas plutôt utiliser les sous-produits agricoles? Enfin, voilà, il y a des enjeux aussi qui touchent notre alimentation. C'est assez touchy, effectivement. Hein. Oui, puis biosourcé ne veut pas dire biodégradable. Aussi. Non. Pas parce que c'est fait à partir d'amidon de maïs que, en fait, à la fin, la molécule plastique, c'est une molécule plastique. Donc, elle n'est pas des biodégradables. Il faut des biosourcés biodégradables. Ça ne court pas les rues aujourd'hui. Et ça ne courra jamais les rues, en fait. Donc, ce n'est pas la solution. Le biodégradable, plastique biodégradable, il n'y en aura pas beaucoup. Il faut s'en servir dans les choses qu'on met dans la nature, qui vont rester dans la nature tout le temps, longtemps. Je pense au bâtiment, je pense au... D'accord, mais tout ce qui concerne le gros de l'utilisation
des plastiques aujourd'hui, c'est pas le biodégradable qui sera la solution. Faut pas rêver, quoi. J'ajoute un point, Romain, c'est que souvent, quand on parle de biodégradable, notamment les nouveaux sacs qu'on peut trouver dans certains, en tout ce qui est agroalimentaire, souvent ils sont biodégradables en système de compostage, c'est-à-dire à 60 degrés dans des conditions très particulières. Si on le trouve en mer, dans l'environnement, et quoi qu'il arrive, que ce soit un sac en amidon de maïs ou en plastique, il étouffera une tortue quoi qu'il arrive. Non, puis c'est une norme européenne, c'est dans un composteur industriel. Mais il n'y en a pas en France. Donc, il n'y en a pas en France. Non. Est-ce que vous pensez que le consommateur est berné par ces soi-disant solutions? Dans la loi AGEC, il y a eu pas mal d'amendements qui ont été portés, notamment par nous, soutenus par nous en tout cas, sur le fait qu'est-ce qu'on marque sur les produits. Quand est-ce qu'on a le droit de mettre que c'est recyclable, à quel pourcentage, ou biodégradable, etc. Il y a un défaut, c'est clair qu'il y a un défaut d'information, évidemment. Et comment faire monter médiatiquement ces sujets-là? Là aussi, il y a un enjeu. On parlait de santé publique tout à l'heure. Comment inciter la société civile aussi à faire des choix forts en ce qui concerne sa consommation? Parce que voilà, le plastique, on se dit tous, c'est mal. Ça se retrouve dans les océans, ça impacte la faune marine. Est-ce que ça m'impacte moi-même? Je ne crois pas que ça soit encore monté au cerveau ou ça ait irrigué toutes les consciences que le plastique se retourne aujourd'hui contre nous. Vous pouvez répondre, c'est une question à la cantonade. Vous disiez tout à l'heure en échangeant que peut-être le levier le plus important, ça peut être la santé. Alors clairement, ils sont en train les scientifiques qui travaillent sur la santé humaine sont en train de commencer à étudier ce phénomène, parce que c'est vrai que nous, on a étudié depuis une dizaine d'années quels sont les impacts sur les organismes marins. On pourrait faire des analogies par moment, mais sans avoir de données réelles. Et donc, c'est en train de changer. Et des publications très récentes, par exemple, montrent qu'un nouveau-né tout juste sorti du ventre de sa maman a des microplastiques dans ses premières selles. Le méconium, si je me souviens bien de comment qu'on appelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa mère en a inhalé ou en a ingéré, et ça veut dire que ça a passé la barrière placentaire. Après, de là à savoir les effets, il y a encore des études à faire, hein, clairement. Ce n'est que le début, mais au moins ça veut dire qu'on en retrouve et qu'on sait à quoi on est confronté. Donc maintenant, ça va forcément déboucher sur des questionnements, des solutions, des changements de comportement et surtout des études scientifiques sur la santé humaine. Moi, je mettrai en avant une autre dimension, c'est ce qu'on appelle un peu techniquement l'internalisation des coûts. Quand on utilise un sac plastique, on devrait prendre en charge jusqu'à sa destruction finale. Et à ce moment-là, le sac en plastique, au lieu d'être un produit qu'on distribue facilement dans un supermarché, même si les choses ont pas mal évolué, on le payerait beaucoup plus cher parce qu'il faudrait prendre en compte sa destruction finale. Contrairement à beaucoup de produits naturels, un sac en coton, en lin, en jute, où finalement le produit disparaîtra, il sera recyclé naturellement par l'environnement. Donc moi je crois beaucoup, alors évidemment le métier des agences de l'eau passe par la gestion de redevances payées par l'usager de l'eau et qui permettent ensuite d'accompagner des travaux et une reconquête de la qualité de l'eau, mais de la même façon, on peut imaginer des systèmes de fiscalité qui permettent aux consommateurs de bien prendre en compte la totalité de son acte d'achat jusqu'à la destruction finale du produit. On a un peu le même système en France, c'est la REP emballage, donc c'est Citeo qui la collecte et qui finance les collectivités pour le tri, le recyclage en France. Là, ça manque de transparence un peu, cette histoire de Citeo. On n'arrive pas à avoir de chiffres, valables, on n'arrive pas à savoir ce qui vraiment se passe, quels sont les gisements. Il y a un vrai déficit de transparence sur cet aspect-là qui est important de prendre en compte et de traiter à la source, à mon avis. Et puis, il faut être très pragmatique dans ces enjeux-là, et je crois qu'on ne va pas se passer des plastiques demain. Par contre, il y a des plastiques qui sont problématiques. Il y a 20 résines dans le monde aujourd'hui utilisées en grande échelle. Il y a 2000 additifs sur ces résines qui sont aujourd'hui utilisés et autorisés par les normes REACH, etc. Et ben, il y a dans ces plastiques, il y a des polystyrènes, par exemple, qui sont toxiques, il faut s'en séparer, ils ne sont pas recyclables. Tout ce qui n'est pas recyclable et mécaniquement et toxique, il faut les enlever. Il faut être pragmatique. On va pas d'un seul coup arrêter de consommer le plastique, mais au moins, il faut travailler sur ceux qu'on peut massifier en gisement, qui sont recyclables, comme le polyéthylène trichloré, par exemple, qu'on peut massifier, qu'on peut traiter, qu'on peut recycler 7, 6, 7, 8, 9 fois dans la chaîne et améliorer la situation. Aujourd'hui, on est très loin d'arriver à faire ça, mais c'est ça l'enjeu. Notamment, on a un potentiel traité international sur les plastiques qui sera discuté
en mars prochain à Parlons-en, Nairobi. effectivement, là c'est une date mars prochain, c'est quand même une date clé. Je vous laisse boire votre verre d'eau. Ça a déjà été abordé il y a un an à l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'environnement à Nairobi. Ça va être encore à nouveau sur la table en mars prochain. En tout cas, le commerce est mondial, les produits sont globalisés, et si on n'a pas une règle commune internationale pour phase out, non pas le charbon, mais des plastiques toxiques, et les médecins commencent à trouver des plastiques toxiques ou des additifs qui sont totalement aussi nocifs pour la biodiversité, il faut les enlever à l'échelle internationale, interdit, comme on a fait avec le CFC à Montréal en 80. Ou je ne sais plus quelle année d'ailleurs. Dans les années 80, 81 peut-être, si ma mémoire est bonne. C'est vrai que ces particules sont tellement volatiles, sont dans un milieu si dispersif que l'océan. S'il n'y a pas d'accords internationaux, Arnaud, ça ne peut pas fonctionner. Je pense que Romain répondrait mieux que moi à la question, mais clairement, l'océan, il est global. Il n'y a pas de frontières. Donc si un pays fait énormément d'efforts et puis que les autres n'en font pas, ça ne changera pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a dit que 80% des déchets venaient de la Terre. Après, ils vont passer plusieurs mois, plusieurs années, voire des décennies en mer, pour finir la plupart du temps dans les gyres océaniques, ce dont a parlé Romain. Donc clairement, ces fameux tourbillons. Oui, les fameux tourbillons au milieu des océans. Et donc, oui, clairement, il faut qu'il y ait une démarche mondiale. Mais l'ONU s'en est aussi emparé, a déterminé que c'était la décennie des sciences océaniques, donc 2021-2030. Et dans ces sciences océaniques, il y a le plastique qui fait partie des sujets majeurs. Donc, à nous de communiquer, à nous de prendre ces études en main et de proposer des solutions. Mais pour ça, il faut que le modèle politique et économique suive, c'est clair. Et vous entendent. Est-ce que, Romain, tu montes au créneau, quels interlocuteurs tu as quand tu reviens de telles expéditions? Il y en a plusieurs, hein. Là on parle de celles autour du plastique. Je sais qu'actuellement vous travaillez sur le microbiome des océans. Est-ce que tu as des interlocuteurs politiques qui ont, comme on dit vulgairement, les clés du camion et qui peuvent influencer le cours des choses? Bien sûr, on a fait cette mission Tara Microplastique sur les fleuves. On est revenu le jour de la mise en débat à l'Assemblée du texte sur la loi économie circulaire, la veille. Pas faire mieux quand même, hein, avec beaucoup de presse, dans la presse française nationale et locale sur ce sujet, pour rappeler les enjeux quel était l'enjeu de cette loi en fait. Hein. C'est pas que c'était un enjeu global qu'il fallait prendre en compte. Donc ça, on a beaucoup travaillé. La loi AGEC était assez ambitieuse quand même dans son texte en tout cas. Et quand on fait dans les détails des décrets qu'on a suivis pendant 1 an et demi là, on se retrouve avec 65 parties prenantes au décret. Chaque partie prenante a la parole sur chaque décret à la même niveau que les autres, et on est 3 ONG et 62 autres corps intermédiaires de l'économie. Et donc forcément, les décrets, les décrets déshabillent la loi en fait, parce que forcément ça va dans le sens de l'économie, forcément ça va dans le sens, c'est arithmétique en fait. Et comment on rééquilibre les pouvoirs et à ce niveau de le détail de la fabrique des lois, c'est assez intéressant. C'est un sujet où en fait c'est totalement déséquilibré, toujours. Donc soit on gueule fort, comme Sarano peut le gueuler, comme vous avez peut-être vu hier, mais ça sert à rien de gueuler comme ça en réunion ministérielle pour les décrets. Ça marche pas si vous faites un jeu de claquettes comme François au ministère ou à l'Assemblée, ça marche pas. Non, mais par contre il faut expliquer, faire la pédagogie, ça prend du temps et je crois que c'est la seule solution en tout cas pour avancer. Aussi parce que l'industrie a des contraintes financières et pour changer qui sont lourdes, très très lourdes, en emploi, en tout ce que vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Une question au fond, s'il vous plaît. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit. Comme vous disiez, c'est vrai que du coup, le maïs, après, ça devient du plastique, mais c'est aussi que pour produire des sacs en maïs, il faut des champs de maïs. Et déjà qu'on se plaint qu'on n'a pas assez de terre pour faire des rendements agricoles pour l'alimentation, si on se met à faire des rendements agricoles pour produire des plastiques et ensuite feront des déchets et on ne se nourrira pas parce qu'on aura le sac mais rien dedans, voilà, c'est un problème également. Je voulais aussi revenir sur quelque chose d'un moyen de réduire ces déchets. Il y a quelque chose de formidable qui a été inventé, c'est acheter le service et non le produit. Par exemple, je sais notamment pour les pneus qu'on peut acheter le nombre de kilomètres qu'on veut faire plutôt qu'acheter 4 pneus pour sa voiture.
Et pareil pour des visseuses ou quoi, et bah, c'est quelque chose de génial. Et puis hier, je vous parlais du film Animal, le nouveau film de Cyril Dion, qui également, comme vous le disiez, l'océan n'a pas de barrière, refait un point sur les impacts du plastique sur l'échelle internationale. Nous, ce qu'on jette à côté de notre poubelle, bah, en fait, ça arrive jusqu'en Inde. Et puis voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, oui, parce que en France, quand on dit recycler, ça veut aussi dire exporter. Ok, donc aujourd'hui, beaucoup de nos déchets vont en Turquie, en fait. Après, ailleurs. Et pour compléter, vous avez tout à fait raison sur la compétition pour les terres agricoles, hein, c'est clair. Et puis ça veut dire aussi l'usage de pesticides, l'utilisation d'eau. Par contre, il y a quelques plastiques, si on peut les appeler encore comme ça, qui arrivent, qui sont vraiment à l'échelle anecdotique, mais c'est intéressant de le dire, à partir de cuticules d'insectes, dans les entreprises qui font de la protéine à partir des insectes, ils utilisent la cuticule pour faire des polymères, à partir d'algues brunes. Et de champignons, Arnaud. Oui, enfin, il y a plusieurs exemples comme ça qui se développent à partir de bactéries, bien sûr aussi, mais tout ça a un coût plus important et donc ça sera certainement utilisable que pour des plastiques à haute valeur ajoutée. Et certainement pas pour de l'emballage où le but est de tirer les prix vers le bas. Nous sommes condamnés à drastiquement réduire. Une petite question. 2. 3. Le monsieur en vert à gauche. Je qu'on l'avait vu. Est-ce que tu as fait des prélèvements aussi de sédiments et regarder s'il y avait des microplastiques dans les sédiments sous-marins, enfin marins? Oui, on a fait des prélèvements dans les sédiments, dans les fleuves, on a fait un peu les sédiments et beaucoup ça s'accumule. Hein. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a vraiment un sujet de... C'est comme l'économie, il y a un sujet de stock et un sujet de flux. Le stock, c'est ce qu'on a mis dans la mer depuis 50 ans. Là, il y en a plein. Une grosse partie du stock, elle est dans le sédiment déjà. Elle a coulé au fond de la mer, elle a été colonisée pour les plastiques qui flottent, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, tout ne se flotte pas. Hein. Le PVC, ça coule, le PET, ça coule. Ce qui flotte, en gros, 80% se retrouve à la surface, c'est du polyéthylène et du polypropylène. Le polypropylène, c'est le nylon, pour le dire plus, hein, et polyéthylène. Et donc ça flotte et ça finit par couler quand c'est colonisé par beaucoup d'organismes, ça devient plus lourd. Mais au fond de la mer, bien sûr, qu'il y a tout sédimente. Donc ce qu'on a mis dans la mer, ça va sédimenter. Ce qu'on va ramasser sur le littoral, c'est une vertu pédagogique, on en parlait avec Arnaud juste avant, super importante, parce que là, on voit. Et nous, avec Tara, on a des programmes qui s'appellent Plastique à la loupe. On les classe, vont sur leurs fleuves, sur le bord de leurs fleuves, de leurs lacs, de leur littoral. Il y a 350 établissements en France aujourd'hui qui le font dans toutes les académies, qui permet de faire une étude scientifique sur le fleuve. Eux et les échantillons qu'ils collectent, ils sont envoyés au CNRS pour analyse. Donc, et à la fin de l'année, ils ont les résultats à l'échelle nationale. Donc c'est hyper pédagogique et il faut absolument le faire et le ramasser tel qu'on peut, dans les fleuves, même dans les bassins versants, Martin. Et donc, oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a du plastique dans les bassins versants, Martin? Non, ne dites pas ça, parce que le bassin versant, c'est censé quand même être... Il y a du plastique partout. Donc, l'amont. Il y a du plastique partout. On trouve, ce sera une autre émission, des substances médicamenteuses partout maintenant. C'est-à-dire que ça fait aussi partie de notre environnement. Tous les produits qu'on utilise un jour se retrouvent dans l'environnement et dans la nature. Bienvenue dans l'Anthropocène, jusqu'aux couches sédimentaires. On est en train, effectivement, c'est un peu le marqueur de notre monde moderne. Je crois que dans 100 ans, on ira faire des carottages. Et on se dira, si on arrête d'en produire et d'en balancer, on verra le plastique océan, au fond des océans. Ouais. Incroyable. Moi, je rajouterais peut-être quelque chose, c'est la responsabilité quand même des pays développés, parce que évidemment, on voit bien que cet usage du plastique est universel. Moi, j'ai souvenir d'être passé au Burkina Faso et de voir ces petits sacs en plastique que les habitants utilisent pour consommer une eau véritablement potable et qu'on trouve partout dans les rues et dans les campagnes. Pour autant, les gros volumes, c'est comme pour le changement climatique. Le changement climatique, il vient quand même d'abord des grands pays développés. La production de plastique, elle vient quand même massivement aussi de nos territoires. Et je pense qu'on a quand même une véritable responsabilité en la matière. Il faut qu'on la porte et on a financièrement les moyens de le faire. Vous aviez une question? Oui. Bonjour. Je voulais savoir, dans la loi AGEC, il prévoit la généralisation de la consigne. Est-ce que vous pensez que ça peut être efficace pour le plastique? Et puis enfin, j'avais une deuxième question aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place une filière REP
responsabilité élargie des producteurs, justement producteurs de plastique, pour pouvoir aider justement à la dépollution de plastique des eaux. Merci. On va prendre la question juste derrière, comme ça on en aura 3 d'un coup. J'ai une idée un peu utopiste, mais est-ce que le fait que l'océan soit rempli de plastique, ça ne pourrait pas amener à être une nouvelle ressource alimentaire et que du coup il y ait des bactéries qui se développent dans l'eau qui consommeraient ce plastique-là et en feraient une nouvelle source de nourriture et du coup le dégraderaient naturellement, mais au fil de l'évolution dans des centaines d'années ou des milliers d'années? Tu veux répondre à celle-là? Première question, peut-être sur la consigne et sur la responsabilité élargie. Alors pour la consigne, effectivement, nous on a beaucoup poussé pour la consigne des bouteilles plastiques déjà, parce que c'est un gros volume en France. Hein. C'est 6 milliards de bouteilles chaque année en France. 6 milliards. Et on en recycle à peine 20%. À peine. Et le reste c'est enfoui, brûlé. Enfin, Et les pays qui l'ont mis en œuvre, la consigne, ils collectent 99,5% des bouteilles. Hein. Ça marche très très bien. On faisait ça quand on était petit. On n'a rien inventé. On n'a pas réussi à faire passer la consigne, en tout cas dans la loi AGEC, mais on va continuer à pousser pour cet enjeu-là. Je pense que... Pourquoi c'est pas passé? Pas passé parce que, pour plein de raisons, un peu compliquées, un peu techniques à exposer, mais le PET est une ressource assez valorisée qui rapporte du budget à la commune. Quand on revend à la fin ce qui est recyclé. Et finalement, on a fait croire aux maires qu'ils ne pouvaient pas participer à cette consigne, ils n'ont pas récupéré toujours leurs revenus. Et moi, je crois qu'on peut faire la consigne avec les collectivités, pas que contre les collectivités. Et en fait, la consigne, pourquoi c'est magique? Parce que la consigne permet de faire un gisement pur. Et qui dit gisement pur, dit pas de tri, et donc dit une ressource économiquement très facile à utiliser et pas chère du tout. Parce que c'est pur. Une machine, elle prend du transparent, elle ne prend pas du verre. Du plastique vert, pas du plastique que du transparent PET. Et ça marche avec le barcode même. Le barcode est reconnu, donc ça marche très très bien en fait. Et ça permettrait d'avoir un gisement de PET pur en France, hyper efficace. Aujourd'hui, on collecte les bouteilles plastiques par Citeo. C'est fait en balles. Dans la balle, il y a du vert, du bleu, du rouge, du bleu, tout ce que vous voulez. C'est pas pur, ça vaut plus rien, on l'exporte. Et Danone achète son PET recyclé en Afrique du Sud. Parce que là-bas, la main-d'œuvre est pas chère et du coup, ils trient à la main. Donc, je pense que la consigne, c'est un sujet qu'il faut qu'on remette sur le métier, comme on dit, dans les années qui viennent, au prochain quinquennat sans doute. Et puis sur la question sur la REP, c'est la REP. La plastique, c'est utilisé par les metteurs sur le marché. C'est donc, ils payent déjà une REP. Ils payent Citeo et Citeo fait le boulot, quoi. Mais moi, je pense, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûr que ça manque de transparence. On ne peut pas travailler avec Citeo de façon sérieuse. Merci. Arnaud, le nouveau casse-croûte des bactéries ou d'organismes que l'on ne connaît pas encore? C'est une bonne question. Effectivement, quand un plastique va arriver en mer, ça va devenir un nouvel habitat pour un certain nombre d'espèces, donc surtout des micro-organismes, bactéries, virus, petites algues unicellulaires, etc. Et il y a des scientifiques qui travaillent, comme Jean-François Guillaume, que vous avez vu dans le film, à savoir est-ce que certaines bactéries qu'on retrouve sur ces plastiques vont pouvoir au final l'utiliser, l'attaquer, le consommer et même s'en servir comme source de carbone. Alors la réponse est oui, il y a quelques espèces qui sont capables de le faire, mais les rendements et les taux sont extrêmement faibles. C'est-à-dire que même si on mettait en fermenteur avec des plastiques ces bactéries-là, on n'aurait pas une solution pour résoudre le problème des plastiques déchets. Et ça ne résoudra pas le problème des plastiques en mer. Mais par contre, oui, ça peut être une source de carbone pour certaines espèces. Il y a une question, ou plutôt une remarque de nos internautes qui fait référence à l'actualité et au coronavirus avec l'usage de tous ces jolis masques, entre autres, et puis avec effectivement peut-être les repas emportés, enfin tout le plastique qu'on a vu revenir force 12. Est-ce qu'on n'est pas là dans une ambivalence forte? Qui veut répondre? Clairement, au niveau sanitaire, c'est difficile de se passer du plastique. Il y a une étude qui vient de sortir qui montre qu'on a augmenté notre production de 12 à 15%, si je ne dis pas de bêtises, liée à la pandémie. Donc ça peut avoir du sens pour certains aspects. Notez quand même que tous les plastiques qui sont utilisés à l'hôpital sont traités correctement, tous brûlés, pour faire de la valorisation énergétique ou autre. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais en tout cas, ça n'arrive pas dans l'environnement.
Et oui, effectivement, j'ai un masque en plastique qui libère beaucoup de fibres et de particules une fois qu'il est dans l'eau. Romain ? Évidemment que ça n'a pas arrangé la situation. On a cherché un an après être passé, partout où Tara est passé en 2019, en 2020, après le lockdown, on a fait les mêmes plages, les mêmes sites de collecte qu'on avait fait un an avant, pour voir si on trouvait des masques. On n'a pas trouvé, plus que... Ça n'a pas été alarmant. Il faudrait peut-être qu'on le refasse 2 ans avant, parce qu'il y a une inertie dans le système. Il faudrait qu'on le refasse peut-être en juin prochain. Mais en tout cas, c'était pas alarmant, flagrant, parce qu'on trouvait ça sur les bords de plage, les bords de fleuves et tout, après la pandémie. Après, il y a un truc qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'industrie pétrolière, le plastique est peut-être un outil pétrolier. Hein. Jusqu'à maintenant, c'était un déchet de la raffinerie pétrolière. Donc en fait, c'est quelque chose qui ne vaut pas très cher. Et maintenant qu'on consomme moins de carburant, qu'on va vers une société qui consomme moins de carburant pour les véhicules, finalement, le lougisement de transfert de valeur sur le pétrolier, c'est les polymères. Et beaucoup de pétroliers, si vous écoutez les patrons de Total il n'y a pas longtemps, ils disent oh oui, on a aussi augmenté de 30% notre production de polymères. Donc polymère, c'est un mot technique pour dire plastique. Et donc, quelque part, il y a un intérêt aussi de l'industrie pétrolière à transférer des usages du voiture qui roule, ou du transport routier, vers des polymères, plus de polymères demain. Donc c'est pour ça que les projections à 2050, où on va quadrupler la production de plastique, elles sont telles qu'elles sont. Pardon, juste les projections. La projection 2050, c'est qu'on va quadrupler la production de plastique. Quadrupler. Quadrupler. Et donc l'enjeu est là. Il ne faut pas quadrupler, il faut réduire. Ou au moins garder déjà ce qu'on a aujourd'hui, ce serait déjà une belle victoire. Il ne faut pas qu'on loupe le virage. J'ai envie de vous dire merci ou pas. C'est un peu glaçant. Je vois des visages un peu... voilà, déconcertés. C'est un sujet difficile, hein, toujours. C'est un sujet difficile, c'est un sujet qui doit monter en puissance. Et merci pour votre contribution, à la fois politique, à la fois scientifique. On en a besoin et on espère vraiment qu'on va réussir à inverser le cours des choses. Merci beaucoup. Merci.